Hélène, je te laisse Oui, te présenter. oui, donc je m'appelle Hélène Belou. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai été 15 ans infirmière, 15 ans cadre de santé formateur, et ça fait 15 ans que je suis au GRIEPS. Tu vois, moi, je fonctionne par tranche de 15. Jean? Et bonjour à tous. Moi, je suis infirmier, cadre de santé et docteur en sciences de l'éducation. Euh, une expérience un peu moins longue que celle de ma collègue, mais je partage la sienne avec beaucoup de plaisir. Et j'ai entre autres travaillé 5 ans dans un IFSI comme formateur. Très bien. Donc, effectivement, on a commencé depuis le début d'année 2026 un cycle de webinaires parce qu'effectivement, le GRIEPS fête ses 50 ans cette année. Donc, voilà, à travers nos différents domaines, on fait un webinaire à peu près par mois. Et puis là, effectivement, vous allez aborder effectivement, enfin, voilà, de la pédagogie à travers l'IA. Donc, juste 2-3 éléments pratico-pratiques pour que voilà, ça soit plutôt fluide. Voilà, on va vous demander de couper vos micros pour éviter effectivement d'avoir du bruit, voire éventuellement peut-être vos caméras. Enfin, ce n'est pas une obligation non plus. En tout cas, moi, je vais enlever la mienne pour qu'on puisse bien voir effectivement le partage d'écran. Donc, mes collègues vont vous faire une présentation sur 40 minutes. Si au fil de la présentation, vous avez des questions, moi, je vais vous demander de les mettre sur le chat et puis on y reviendra à la fin. On prendra 20 minutes après d'échange. On reviendra sur les questions, puis après, voilà, sur des échanges directement, où vous pourrez lever la main. Voilà, donc je vous laisse la main et voilà. J'ai hâte de vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on vous propose dans ce webinaire donc 2 parties. Première partie qui va porter sur les 4 piliers de l'apprentissage, donc qu'on va détailler les uns après les autres. Deuxième partie qui sera animée par Hélène et qui sera donc l'abord plus concret de ces 4 piliers avec les notions telles que le cours à 5 temps, le message fort et dans un deuxième temps l'usage des IA dans ce processus. Et on vous interrogera également sur vos pratiques à vous. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne plus difficilement? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager aussi avec tout le groupe, hein, puisque vous êtes quand même beaucoup à être connectés, on vous en remercie. Voilà, donc il y a vraiment aussi ce temps de partage de pratiques. Donc n'hésitez pas en fait tout au long de cette présentation, si vous avez une idée qui vous vient sur quelque chose que vous avez fait et que vous souhaitez partager, gardez-le de côté et on aura ce dernier temps dans lequel on pourra échanger et partager. Première question. Ouais. Première question, que nous disent les 4 piliers de l'apprentissage? En tant que formateur, formatrice, vous constatez régulièrement que vous avez des étudiants, des élèves, des personnes que vous accompagnez, que vous formez, qui sont en état de surcharge cognitive. Cette surcharge cognitive, elle est liée à 3 choses. Et la première, ça va être ce qu'on appelle la charge générative. La personne qui est en formation, elle doit organiser des informations, elle doit les prioriser, elle doit faire des liens avec ce qu'elle connaît déjà, elle doit gérer son stress également, surtout si on est dans une période d'évaluation ou une période un petit peu lourde. Et ça, c'est la première source de charge cognitive. Ensuite, il y a la difficulté, là, pendant la séance de cours ou de formation, par rapport au contenu. Le contenu, il est plus ou moins difficile, et puis les consignes que vous vous donnez, elles sont plus ou moins complexes. Ça, c'est la charge intrinsèque. Et puis, vous rajoutez un troisième ensemble, c'est la manière dont le formateur ou l'enseignant va présenter les choses. La manière qu'il va avoir de les aborder, de les médiatiser, c'est les conditions de formation. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'on est très nombreux? Est-ce qu'on a très chaud? Donc, il y a finalement le fond et la forme. Et le formateur, il a une responsabilité directe sur la charge intrinsèque et sur la charge extrinsèque. Ces 4 piliers de l'apprentissage,
qui ont été donc théorisés et synthétisés par Stanislas Dehaene dans son ouvrage de 2018, Apprendre, ils nous permettent du coup de réfléchir sur cette charge intrinsèque et cette charge extrinsèque et faire en sorte de la diminuer. Ces piliers, c'est donc l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Premier pilier, c'est donc l'attention. Il est fondamental en formation de capter l'attention des personnes dès les 10-15 premières minutes. C'est un facteur clé de succès. L'attention, c'est 3 choses, finalement. À quel moment je dois faire attention, à quel moment je dois me mettre en alerte. Ensuite, sur quoi je dois porter mon attention. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est productif ou accessoire. Et après, qu'est-ce que je vais faire de cette information? Dans les 10 premières minutes, vous devez avoir permis à la personne de répondre à ces 3 questions par quelque chose de totalement explicite. Quand je me mets en état d'attention, donc on a vu que le premier champ, c'était l'alerte, à quel moment je dois faire attention. Au niveau des neurotransmetteurs, je libère de la dopamine, de la sérotonine et de l'acétylcholine. Ce qui fait que la stimulation sur laquelle je vais devoir porter mon attention, elle est amplifiée au niveau cérébral et mon cerveau, il se met en mode d'apprentissage. Hélène y reviendra dans le deuxième temps de ce webinaire. Il faut donc un élément fort à chaque début de séquence. Ça peut être un chiffre clé, une statistique, ça peut être une anecdote, ça peut être une micro-mise en situation professionnelle, ça peut être une actualité frappante. En tout cas, quelque chose qui va faire dire à l'apprenant et à son cerveau, là, c'est important. Là, tout de suite, il va falloir que je fixe mon attention. L'orientation, c'est limiter les informations. On a l'habitude de dire moins, mais mieux. On sélectionne les informations, on les hiérarchise et on signale vraiment ce qui est important, fondamental, absolument nécessaire. Dernier point, pour favoriser l'incrustation des éléments dans la mémoire de travail, on va favoriser la concentration, les regards partagés, la proximité humaine et surtout, on va éviter les doubles tâches conscientes. Le cerveau humain fait une seule chose consciente à la fois. Deuxième pilier, ça va être celui de l'engagement actif. Le cerveau humain adore faire des hypothèses. Il adore se demander ce qui va se passer après. Il adore se demander ce qui va arriver. Et derrière, il confronte ces hypothèses au réel. Et ça, c'est un véritable plaisir pour le cerveau d'arriver à faire cela. On a besoin, du coup, réellement de permettre aux apprenants de faire des hypothèses et du coup de stimuler leur curiosité. On a besoin de leur montrer qu'il y a un but et de les aider à adhérer à ce but. Là, vous avez un petit graphique sur la droite qui indique que finalement, la curiosité, elle a un gros rapport avec le niveau de connaissance. Je vais être curieux dans la zone centrale. Si je suis en formation, ou si on me donne un sujet de formation, de cours, auquel je ne connais absolument rien, qui n'est pas du tout en lien avec mon cœur de métier, je ne vais pas être curieux. Si je vais dans une formation dans laquelle j'estime que je suis déjà spécialiste, expert, je vais m'ennuyer aussi, je ne serai pas curieux. Finalement, je suis curieux quand je suis dans une situation qui m'intéresse, mais dans laquelle j'estime que j'ai encore des choses à découvrir. L'engagement actif, il va se favoriser en limitant le magistral. Bien sûr qu'il y aura des moments transmissifs, mais ces capsules, il va falloir les limiter 15, 20 minutes maximum à la fois, quitte à découper ça en plein de petits morceaux. On met des échanges,
du débat, des activités pratiques, de l'analyse de situation, des questionnements, des pauses, des micro-pauses. Tout ça va favoriser un engagement actif. On doit avoir des objectifs d'apprentissage. Alors, on verra que ces objectifs, on ne va pas les donner de manière explicite, mais qui doivent être stimulants. Ça doit être progressif. Il faut que la difficulté, elle arrive progressivement. On doit s'appuyer sur le groupe, faire appel à sa créativité aussi. Et finalement, en plus de la curiosité, favoriser la métacognition. La métacognition, c'est arriver à savoir ce que je ne sais pas, arriver à identifier mes besoins. Troisième pilier, le retour sur erreur. On a vu dans l'engagement actif que le cerveau adore faire des hypothèses. Mais son plus grand plaisir, c'est de savoir si l'hypothèse, elle était juste ou si elle était fausse. Et pour ça, dès que vous interrogez les personnes que vous formez, il faut absolument leur indiquer si la réponse ou l'hypothèse qu'ils ont faite est tout à fait bonne, pas du tout adaptée, ou s'il y a finalement des choses pertinentes et d'autres qui sont peut-être à repréciser aussi. C'est très important. C'est accepter de faire en sorte que l'erreur soit une source d'apprentissage, et c'est aussi expliquer ça de manière explicite. Alors, je vous pose une question, et vous allez faire une hypothèse. Quelle est la somme de l'ensemble des chiffres de 1 à 100 ? Pouvez-vous, là, en quelques secondes, essayer de faire une hypothèse? Donc, on répond dans le chat, c'est ça que tu veux? C'est ça. Bon. Moi, je donne ma langue au chat. Quelle est la somme des chiffres de 1 à 100? Alors, on voit des réponses qui arrivent. 5000, c'est intéressant. 900, 1000, 101. Ah, on a 1 205 000. Non, là, ça fait beaucoup, effectivement. Voilà. 5000, 101, 5200, 4800, 4999. Voilà. 5000. Ah. Eh bien, alors souvent la prédiction, c'est effectivement 5000, mais effectivement, la bonne réponse, c'est bien 5050. Donc bravo à Isaac Gambet, entre autres, qui a trouvé la réponse, à Mathieu Ducasse également, à Coucou Mathieu. Voilà, monsieur ou madame Brancato également. Oui, Didier Cortel, Karine, voilà, c'est bien 5050. Effectivement. Alors, pour faire ça, en fait, il faut partir de 1 et partir de 100 et réunir les chiffres 2 à 2. 1 plus 99, 2 plus 98, et ainsi de suite. On arrive à 5000 et il nous reste le 50 qui est tout seul au milieu. Quelle que soit la réponse que vous ayez donnée, eh bien, c'est toujours une occasion d'apprendre. Si vous avez donné la bonne réponse, vous validez le fait que votre stratégie était la bonne. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous validez le fait que votre stratégie, elle peut peut-être être améliorée, peut-être que vous avez raté une étape. Ceux qui ont mis 5000, vous avez juste raté une petite étape. Vous avez oublié le 50 au milieu. Les autres, vous avez certainement fait preuve de beaucoup de créativité. Et pour autant, ce n'est pas la bonne réponse, mais cette créativité-là, c'est ça qui est important également. Le retour sur erreur, il est fondamental dans sa bienveillance. Une bonne partie d'entre vous, j'imagine, vous travaillez avec des adultes ou avec des jeunes adultes et vous voyez les ravages que peut faire le système scolaire quand la note est utilisée comme une sanction. Une note, c'est un indicateur. C'est l'indicateur qui est lié au jugement qui est contenu dans l'évaluation. Et ce n'est pas interdit de mettre des notes. C'est quelque chose qui est utile, qui est nécessaire. Par contre, ça doit être amené comme un indicateur. Et globalement, tous les feedbacks que vous allez faire dans vos temps d'interaction avec les étudiants, les élèves ou les personnes formées, ça doit se faire de manière bienveillante, sans stress, sans peur. Et ça, ce sont des facteurs clés de succès. Le feedback, c'est une rétroaction.
sur une réponse, sur une performance, sur des éléments de raisonnement clinique, sur de la connaissance, sur du savoir-être. On commence par demander à la personne ce qu'elle a pensé de ce qu'elle a fait. Ensuite, on cherche toujours quelque chose de positif à lui renvoyer dans un premier temps. Et des fois, ce sera peut-être juste de dire « mais merci d'avoir osé proposer une réponse ». C'est pas facile de prendre la parole devant le groupe. Voilà. On lui décrit ce qu'on a pu observer de manière honnête. On entame une discussion. Voilà, c'était quoi ton but? C'était quoi ton objectif? Parce que des fois, finalement, la performance n'est pas au rendez-vous. Et pour autant, le but était tout à fait bien identifié. On met ça en lien avec des attendus, avec des critères de qualité, avec des normes, avec un protocole éventuellement. Et puis, si nécessaire, on identifie des nouveaux objectifs dans la marge de manœuvre également de l'étudiant, mais il faut que ce soit réaliste avec les moyens qu'il a à disposition. On vérifie s'il a bien compris par la suite, et puis on planifie éventuellement les actions. Donc ça, dans du suivi pédagogique, dans du suivi en tutorat, en stage, c'est une très bonne manière de faire, et ça prend très peu de temps. En plus, ça ne nécessite pas des heures de faire un feedback. Du feedback, c'est toute la journée qu'on peut en faire quand on est en situation d'interaction. Dernier pilier, c'est la consolidation. L'idée, c'est qu'il va falloir automatiser un maximum d'apprentissage pour que l'étudiant, l'élève, la personne formée puisse les mobiliser de manière rapide, de manière automatique et surtout de manière inconsciente. Quand vous apprenez à conduire, au début, vous le faites de manière consciente. C'est très compliqué. Il faut réfléchir à l'endroit où se trouvent les pédales, à la manière de passer les vitesses. Et du coup, on ne regarde pas dans les rétros. Après, on se concentre sur les rétros, mais on oublie de passer la 3e vitesse quand c'est nécessaire. Une fois qu'on sait conduire correctement, tout ça se fait de manière automatique. De manière consciente, on va regarder les rétros. La gestion du levier de vitesse et des pédales va se faire de manière automatique. Donc, consolider, c'est vraiment automatiser un certain nombre de choses. Premier facteur de consolidation, c'est le sommeil. Une bonne qualité de sommeil, ça favorise la consolidation, puisqu'en fait, quand on rêve, on refait ses apprentissages de la journée, et derrière, on consolide les connexions neuronales. Deuxième élément important dans la consolidation, c'est lutter contre la courbe de l'oubli. Cette courbe d'Ebbinghaus, vous la connaissez probablement toutes et tous. Les apprentissages commencent à décroître 10 minutes après avoir été proposés. Au bout d'un jour, on en a perdu une grande partie et après on voit que la courbe continue à descendre. L'idée, ça va donc être de consolider cela avec des éléments de rappel. Et vous voyez la flèche rouge sur la droite, on peut remonter au même niveau avec des rappels. Donc, le rappel, on peut le faire au bout de 10 minutes, c'est juste qu'on va répéter quelque chose ou faire une micro-synthèse. On peut la faire le lendemain. Si vous faites des formations qui durent plusieurs jours, eh bien, un rappel, un petit quiz, une remémoration, des quiz qui peuvent être proposés par vous, qui peuvent être proposés également par les personnes que vous accompagnez ou que vous formez. Un rappel une semaine après, un rappel un mois après. Alors, ça peut être de votre responsabilité à vous en tant que formateur, ça peut être aussi de la responsabilité des personnes que vous formez, c'est-à-dire que vous leur fournissez des outils, vous leur proposez des choses. Il y a des très bons outils, par exemple, pour faire des petites flashcards comme WooFlash ou d'autres outils boostés ou non à l'IA qui peuvent permettre cela. Et ça fait partie des bonnes pratiques pour vos élèves, vos étudiants et les personnes que vous formez. Voilà. Du rappel, du rappel, du rappel pour consolider au maximum l'ensemble des apprentissages. J'en ai terminé du coup pour la partie un petit peu plus théorique et je vais laisser donc la parole à ma collègue Hélène pour la mise en œuvre plus concrète de ces éléments. Merci Jean. Du coup, Hélène, en pratique, ça donne quoi?
Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, on va vous proposer certainement quelque chose que vous connaissez pour tous ceux qui ont fait la formation de formateur et la formation sciences cognitives, le fameux cours en 5 temps où penser son intervention, sa formation dans une logique invariante qui représente ces 5 points-là. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est comment nous allons commencer notre cours. Est-ce qu'on commence par du transmissif, au risque de les d'installer notre public en mode passif? Non, ce qui va être très très intéressant, c'est premièrement d'aller voir s'il y a déjà du déjà là, d'aller rechercher les représentations. Et au niveau du cerveau, ça se voit. Y a-t-il une connexion neuronale? Y a-t-il une connexion qui est solide, c'est-à-dire que les connaissances, elles viennent tout de suite à l'esprit, ou alors est-ce qu'elles sont dispersées, il faut chercher dans sa tête, on le savait mais on l'avait oublié, ou alors est-ce qu'il y a des connaissances erronées qui se manifesteraient dans le cerveau par une connexion neuronale fausse? Donc ça, c'est très important de faire ça en début de cours, parce que quand vous allez faire cette réactivation neuronale, eh bien, quand vous amènerez après vos éléments de contenu, les nouvelles connaissances se transformeront davantage, plus facilement, le déjà là, les représentations initiales. Puis j'ai mis une flèche parce qu'on peut aussi commencer par la pub de son cours, le message fort de son cours. Et tout à l'heure, dans les diapos suivantes, je vais faire un focus sur le message fort, hein, et le plan sous forme de questions. Donc là, je fais une petite parenthèse et je propose aux formatrices, aux formateurs qui ont déjà fait des super teasings et des plans sous forme de questions, d'aller chercher dans leur ordi pour nous montrer tout à l'heure des exemples. Ensuite vient votre rapport théorique que vous allez amener par tranche de 20 minutes, puisque vous savez que la capacité attentionnelle, c'est 20 minutes. Donc 20 minutes, des changements de rythme par une petite histoire, un petit quiz, etc. Et puis, toujours, mais même dans un cours strictement transmissif, théorique, toujours mettre quelques exercices d'explication, de mise en lien avec le contexte. En quoi ce cours-là théorique, il peut avoir une implication dans l'agir professionnel. Et c'est ça qui va donner du sens. Et vous voyez, on ne fait que dire, les étudiants, ils mettent pas de sens, ils mettent pas de sens. Mais je suis désolée, c'est à nous de montrer le sens. Surtout au début de l'apprentissage. Après, petit à petit, en autonomie, ils seront capables de construire le sens. Mais au départ, c'est bien à nous de montrer les liens. Et puis, est-ce qu'on termine son cours à l'arrache parce qu'il nous reste encore 4, 5, 6, une dizaine de diapos? Ou est-ce qu'on propose une belle synthèse sur les essentiels? Vous savez qu'on ne peut pas se contenter de la qualité de prise de notes de certains étudiants. Est-ce que ce ne serait pas super qu'on quitte notre cours en leur donnant une fiche avec les essentiels? Parce que je pars du principe quand on vient en cours pour comprendre, mais après, il y a l'apprendre. Et l'apprendre, comme tu l'as dit, Jean, avec des réactivations régulières. Mais autant faut-il que ce soit sur des essentiels et sur des connaissances bien solides. Donc, plus en détail, le cours à 5 temps, c'est ça. Vous reconnaissez ma photocopie. Donc, premier temps, préactivation mnésique. Comment je commence mon cours? Comment je vais relever les représentations? Mais en fait, c'est très simple. Vous avez beau avoir 20 étudiants ou 200 ou 400, on peut très bien commencer à dire, allez, on va traiter aujourd'hui de la dépression. Notez sur un papier tout ce qui vous vient sur la tête. Des images, des sensations, des histoires, des concepts, des savoirs. Vous lâchez ça sur la feuille. Ensuite, je partage avec mon collègue. Qu'est-ce que tu as mis? Et toi, tu as mis? Ah, j'ai mis comme toi. Ou alors, ah, j'ai pas mis comme toi. Et du coup, intrigue. Qu'est-ce que le cours va nous apporter comme réponse? Qui va gagner de nous deux? Que saviez-vous déjà sur? J'adore cette question. Que savez-vous déjà sur le délire? Et allez hop, on jette sur nos papiers
tous les éléments qui nous viennent. Vos collègues de Besançon, sur un cours sur la législation de la loi du 4 mars, la loi des patients. Oui, la loi Kouchner. Voilà. À quoi s'attendre avec ce sujet? Ben, les formatrices m'ont dit que Hélène, rien qu'avec le titre de la loi et cette question, à quoi s'attendre avec ce sujet? Les élèves ont réussi à mettre déjà plein d'éléments du cours et du coup, le cours n'a eu juste besoin que d'apporter le complément. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant au sujet de? C'est une belle question initiatrice pour amorcer un sujet. Et vous voyez, pendant qu'on fait ça, on est en train de réactiver le réseau de neurones sur ce sujet. Ou alors, on commence par le message fort, qui est une petite phrase punchy, qui va nous donner envie, qui va capter l'attention. Le plan sous forme de question. Donc, vous avez vu les mini-pauses sur place, pause portable. Vous nous direz si ça marche ou pas, les pauses portables. Ça sera intéressant dans le chat. Votre contenu par 20 minutes, les exercices d'application et puis la synthèse. Voilà. Alors, faut-il présenter les objectifs ou le message fort quand vous êtes en face à face? Faut-il présenter les objectifs? Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous pouvez noter? Je vous laisse un petit peu la parole, là, tout de suite. Guillaume, tu peux inviter nos auditeurs à leur demander s'ils présentent les objectifs en face à face devant les étudiants. Du coup, Jean s'est mis sur le chat, donc voilà, tu as la possibilité de voir aussi et en fonction des retours en direct, comme ça, Hélène. Donc, plusieurs personnes ont répondu oui, voilà, pour montrer l'intérêt du cours. Voilà. Oui, avec le plan pas loin. Oui, nous le présentons. Oui, succinctement. Oui, dans le teasing ou après le teasing ou avant le teasing. Oui, je les présente, oui. Oui. Vous avez remarqué ces verbes d'objectifs, ce sont déjà des verbes en lien avec la pyramide de Bloom, comme on voit là, qui sont séquencés par niveau cognitif. Ce sont des verbes, vous avez remarqué comment ils sont faits, des verbes abstraits qui désignent des opérations intellectuelles, des verbes techniques issus des sciences de l'éducation. Mais en fait, ces verbes-là, ce que je trouve en face à face, c'est qu'ils ne donnent pas forcément des images mentales précises. Regardez ces mots: déterminer, justifier, argumenter, analyser, synthétiser, mobiliser, exploiter, élaborer. Déjà, ce n'est pas des verbes qu'on utilise dans le langage quotidien. C'est des verbes qui sont très puissants intellectuellement, mais en face à face, quand on veut engager tout de suite les participants. Est-ce que c'est si motivant que ça? Imaginons en formation d'ambulancier, si au début de formation, je présente les objectifs comme ça. À l'issue de la séance, vous serez capable d'identifier les dispositions réglementaires, de caractériser les situations à risque et de mobiliser le cadre législatif adapté. Ça, la phrase, elle est super. Elle est super pour ma fiche pédago, elle est super pour Calliope, mais en face à face pédagogique. Est-ce que l'étudiant, il a bien compris où est-ce qu'on voulait l'emmener? Imaginez que je lance le message fort qui pourrait être celui-ci. Et celui-ci, je le prends à Marlène. Marlène de Joigny, je ne sais pas si tu es avec nous, Marlène, mais je me permets de lire ton message fort. On a dit qu'on avait les 10 premières minutes pour engager l'attention des apprenants. Écoutez, si je lis ce message fort à mes étudiants ambulanciers pour un cours sur la législation en psychiatrie. Vous devez transporter un patient de sa chambre vers le service de radiologie. Au moment de départ, le patient refuse de monter dans le brancard, il devient opposant et tente de quitter le service. Que pouvez-vous faire? Avez-vous le droit d'insister?
Pouvez-vous contraindre le patient? Quelles sont vos limites d'intervention? Quels risques prenez-vous si vous ne connaissez pas le cadre légal? À la fin de cette séance, vous serez en mesure d'assurer le transport sécurisé. Voyez la différence d'énergie entre présenter les objectifs et présenter le message fort. Alors, non seulement on va présenter le message fort, mais on va aussi présenter après le plan sous forme de questions. Donc, vous avez vu, j'adore la question dans le teasing, ça interpelle. Et la question dans le plan. Pour moi, tout plan, tout sommaire devra être transformé sous forme de questions. Qu'est-ce que nous disent les linguistes de ce que fait la question dans le cerveau? Une question agit comme un déclencheur cognitif. Dès que je pose une question, je sais si la personne, je sais si je sais ou je sais si je ne sais pas. Du coup, la question, puisque je ne sais pas, elle crée une insatisfaction. Donc, elle va créer un besoin de savoir. Elle va inviter à la recherche, à la vérification, plutôt que la phrase qui va inviter à la simple réception. Donc, on retient une information, une affirmation, ça décrit le contenu, mais une question, ça vient mettre en mouvement le cerveau. Alors, on va passer maintenant à la partie en quoi les IA peuvent-elles nous aider. Dans un premier temps, moi, personnellement, je vous propose de bien paramétrer vos IA. Et moi, j'ai remarqué que ça a changé quand même beaucoup les choses. Vous allez dans ChatGPT et Guillaume, là, tu peux mettre dans le chat le paramétrage qu'on propose. Voilà. Bon, je disais que paramétrer ces IA, c'est super. Même si maintenant, avec la fonction memory, ils ont bien intégré que vous étiez formateur, que c'est pas la peine de lui répéter à chaque fois que vous êtes formateur. En tout cas, un bon paramétrage des IA, moi, j'ai remarqué que ça va beaucoup mieux. Et à chaque fois que je demande quelque chose, j'ai des sources, même avec ChatGPT. Donc voilà, vous avez dans le chat le paramétrage qu'on vous propose. Je disais que l'art du prompt, le prompting, est la nouvelle compétence à construire, qu'il y a plusieurs types de prompts, et c'est ce que l'on présente dans notre formation IA au GRIEPS. Le prompt de base, c'est-à-dire la commande toute simple, la commande toute simple que l'on fait à l'IA. Le prompt parfait, avec le contexte, la tâche, le rôle, le je disais que trouver le message fort de notre cours avec notre intelligence humaine, c'est pas si facile que ça. Là, j'ai eu un problème de PowerPoint, mais je vous ai pas présenté ce message fort-là. Mais entre nous, écoutez ce message fort sur un cours de la bientraitance. Je l'adore et il a été fait avec le prompt que je vais vous proposer. Écoutez bien, cours sur la bientraitance. On ne choisit pas toujours les situations que l'on rencontre. En revanche, on choisit chaque jour la manière d'être auprès des personnes que l'on accompagne. Un regard, une parole, quelques minutes d'écoute peuvent préserver la dignité d'une personne. Comme à l'inverse, une habitude, une précipitation, une phrase banale peuvent la blesser sans que personne ne s'en rende compte. La bientraitance, ce n'est pas une qualité que l'on possède une fois pour toutes, c'est une pratique qui se construit, se questionne et se travaille. C'est tout l'enjeu de ce cours. Alors, bientraitance, une intention ou une compétence? Non mais Jean, qu'est-ce que t'en penses? T'es étudiant, t'arrives avec ton énergie, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, de la fatigue, de la non-envie, etc. Tu t'assieds et t'entends ça. Est-ce que ça va pas capter tout de suite ton attention? Tout à fait. Bon, alors moi, excusez-moi, mais avec mon intelligence humaine, j'aurais eu du mal à écrire un beau teasing comme ça. Alors, on vous propose un prompt qu'on a travaillé. Vous savez que le prompt a une valeur marchande. Le prompt, tous les mots sont très importants. Nous vous le livrons dans le chat. Guillaume, si tu peux le mettre dans le chat pour nos auditeurs.
C'est le suivant. Je suis formateur, formatrice auprès de tel public. Je dois faire un cours sur. Rédige un petit paragraphe court, introductif, dynamique, accrocheur, percutant. Vous avez vu tous les objectifs qualificatifs? Tous les mots sont importants. Nous vous conseillons, nous vous invitons tout de suite à le copier-coller et faire un test avec votre cours qui montre l'importance d'un cours sur. Utilise un style simple, punchy, en langage naturel, adapté à un public de L1, soit infirmier, ne sois pas infantilisant. Tu peux donner un exemple par rapport dans le contexte. Propose ensuite un plan général sous forme de questions. Et vous avez vu, pas plus de 6 questions. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué au bout de 6 questions, on est en saturation cognitive. Donc, je reprends mon exemple sur la bientraitance. Vous vous souvenez? Je termine le teasing. Alors, la bientraitance, une intention ou une compétence? Aussi, nous verrons dans ce cours, qu'est-ce que la bientraitance? Comment la différencier des concepts connexes? Bienfaisance, bienveillance, maltraitance, non-malveillance. En quoi suis-je concerné en tant que soignant? Comment être bien traitant dans notre pratique quotidienne? Pourquoi les établissements font-ils de la bientraitance une priorité, une responsabilité collective? Qui, quoi, comment alerter face à une situation dite de maltraitance? Vous voyez, là, on a engagé tout de suite, dès le début du cours, l'attention et, j'imagine, j'espère, la motivation des apprenants. Donc, on retient les objectifs, c'est très bien parce que ça utilise justement du vocabulaire professionnel et il faut quand même qu'on acculture nos étudiants au langage professionnel, mais pour engager dans la motivation le message fort. Voilà, et puis dans les IA, je voulais juste vous montrer ce qu'a fait l'IFSI de Lisieux. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils sont là. Vous avez vu tout le cours. Ils ont mis tout leur cours dans ChatGPT. Ils ont après cliqué sur la fonction image. Paf, les essentiels. Regardez comme c'est magnifique. Les essentiels du cours en une affichette. Voilà. Franchement, loin de nous emboliser le cerveau ou de nous amputer, de nous lobotomiser, c'est comme ça qu'on dit, les IA, pour moi, vont booster notre créativité et puis vont vraiment être une aide. Moi, je suis heureuse d'avoir vécu cette période-là. Et voilà. Donc, maintenant, c'est à vous dans le chat. On vous écoute. Partagez-nous vos teasings, vos messages forts. On vous écoute. Et puis effectivement, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, on a une bonne dizaine de minutes voilà, pour continuer d'échanger. Et voilà, en tout cas, merci à vous deux. C'est vrai que c'est toujours agréable et passionnant de vous écouter. Et voilà, on aimerait en avoir encore un peu plus, avoir un peu plus d'éléments d'infos. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions ou des éléments aussi pour partager avec les personnes connectées. Là, vous êtes 170 personnes, donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Donc, voilà. Oui, il y avait une question, Hélène et Jean. Est-ce que le diaporama sera transmis? De toute façon, dans le replay, il est disponible. Voilà, on peut le voir en replay. Ok, donc c'est via le replay et la prise de notes. Oui. Ok, très bien. Donc Élise qui pose la question, quel est l'intitulé de la formation que vous dispensez sur la formation? Peut-être effectivement présenter un peu les différents produits, les différentes thématiques qui sont traitées en formation. Là, ce qu'on a vu là, à l'instant, c'est des choses qu'on travaille dans 2 formations différentes. Une qui porte spécifiquement sur l'IA, qui dure 2 jours. Et la première partie, par contre, qui porte sur les neurosciences dans la pédagogie. Sciences cognitives pour innover en formation. Vous tapez GRIEPS, sciences cognitives pour innover en formation. Et puis l'autre, c'est GRIEPS, former, évaluer avec les IA génératives.
Ok. On a une question, comment utiliser l'IA de manière responsable tout en boostant. Alors, attendez, du coup, il y a une autre question qui est arrivée, tout en Oui, boostant au ma revoir. mémorisation. Oui, Cécile qui pose la question à 13h18, si tu veux le visuel aussi, Hélène. oui. Et puis attends, j'ai vu un message de Sylvie qui nous dit au revoir. Je lui dis au revoir. Et puis Gaël, qu'est-ce que tu nous dis, Gaël? Un peu plus loin, là. La formation, là, là. Gaël, elle est là. La formation de formateur est canon. Mais oui, tu as raison, elle est canon. Alors, je peux répondre Oui, sur vas-y. Oui, voilà. question de Cécile Verny, De comment Cécile Verny. utiliser l'IA de manière responsable tout en boostant ma mémorisation. Euh, la position qu'on défend, nous, c'est vraiment d'utiliser l'IA dans ce qu'elle a de meilleur, uniquement. Et pour travailler sur la mémorisation, par exemple, les fiches synthèse que Hélène vous a présentées là juste avant, c'est des choses qui vont aider à la mémorisation. Cette fiche, on peut la faire sans IA aussi. Oui. En fait, il n'y a aucun problème. L'idée, ça va être que ça peut être vous, formateur ou formatrice, qui fournissez une fiche comme ça à vos étudiants, à vos élèves ou à vos apprenants. Ça peut être aussi inciter les étudiants à le faire aussi eux-mêmes, c'est-à-dire à partager vos bonnes pratiques. L'IA, elle peut être très efficace pour faire des flashcards, pour faire des rappels aussi. Vous avez un outil qui est boosté à l'IA qui s'appelle WooFlash. WooFlash, c'est comme WooClap, mais qu'on peut utiliser de manière asynchrone. Vous lui donnez un support de cours. Ça peut être une vidéo, ça peut être un PDF, ça peut être du PowerPoint, du diaporama, n'importe, ou quelque chose de plus rédigé. Il va vous proposer des dizaines de questions, questions ouvertes, questions fermées, QCM, que vos étudiants vont pouvoir réutiliser ou que vous pouvez utiliser avec eux en guise de consolidation également. Et bien ça, c'est un usage responsable de l'IA et qui permet de consolider la mémorisation à long terme. Et ce ne sont que deux exemples parmi la masse d'outils qui existent. Je regarde s'il y a d'autres. Vas-y, Jean, oui, tu as la main aussi sur le chat. Si effectivement, il y a pas mal de retours à la fois, enfin voilà, sur les formations, sur les suites données aux formations. Voilà, il y aura le replay sera disponible, voilà, sur la chaîne YouTube du GRIEPS. Et puis du coup, il y aura un mail d'information. Hop, je regarde en même temps. Quelle IA pour quel usage? Alors, je lis en même temps. oui, vous avez des IA très classiques, finalement très passe-partout, type Claude, ChatGPT, Mistral, le chat, qui elles sont assez polyvalentes et qui vont avoir des usages très variés. Après, on va en avoir qui vont être donc plus spécialisés. Hélène, tu as peut-être en tête certaines IA plus spécialisées que les formateurs peuvent plébisciter. En fait, le choix, il est personnel. Vous voyez, il est personnel. Moi, je sais que je n'utilise pas d'IA chinoise. Pourtant, j'ai peut-être tort parce que vous avez Qwen, DeepSeek sont des très bonnes IA. Mistral, Mistral, c'est l'IA française. Elle n'est pas forcément au niveau des IA américaines. C'est vrai que donc on va utiliser davantage Perplexity pour faire des recherches sur les sources. On va utiliser Claude parce que c'est quand même la plus puissante, qui offre le plus de possibilités. ChatGPT, c'est la plus créative. Au niveau des images, c'était Gemini, mais maintenant, vous savez que c'est la guerre des IA. Il faut suivre ça tous les jours, régulièrement. Puis après, on peut déclencher une affinité avec une ou deux IA. Enfin, l'idée aussi, c'est de se dire que si j'utilise que des IA gratuites, il faut que je swing entre différentes pour pouvoir bénéficier du tarif gratuit, quoi. Voilà. C'est effectivement la difficulté. Il faut à la fois arriver à s'acculturer à des outils, éventuellement même les paramétrer pour pouvoir les personnaliser, comme avec les recommandations qu'Hélène vous a données tout à l'heure, où on arrive vraiment à en faire un partenaire efficace. Mais c'est vrai que les versions gratuites, elles ont aussi leurs limites d'usage, qui fait qu'on peut être amené à plus papillonner de l'une à l'autre.
Il y a une question de Magali Olivier qui demande quelle IA pourriez-vous recommander pour créer en ludopédagogie? Écoute, notre collègue, elle a fait des super jeux avec ChatGPT et la fonction image. Hier, on était en formation entre nous et on a créé, enfin, présenté des éléments de base de ludopédagogie pour de la scénarisation et après pour de la création d'images. On a été très satisfait de ce que ChatGPT nous a proposé. C'est pour ça, comme pour d'autres choses, on voit que c'est vraiment la qualité du prompt et après la qualité de la discussion qui est faite avec l'IA, c'est-à-dire qu'on sait que le premier jet ne sera pas le bon, mais l'idée, c'est de s'approcher le plus vite possible de quelque chose de bon et après de réguler détail par détail. Il y a les fonctions d'image de ChatGPT ont bien progressé ces derniers temps avec vraiment la possibilité de lui signaler des changements de détails sur l'image. Et puis, il y a un autre studio sur ChatGPT aussi qui permet vraiment de revoir uniquement certaines zones du texte pour pouvoir l'améliorer aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin que ce genre d'IA très, très généraliste. N'hésitez pas à parler, à prendre la parole, on vous écoute. Alors, on voit qu'il y a des partages là aussi, voilà. Des TD sur l'IA, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très important, de former vos étudiants à un usage pertinent. Tu as raison, Gaël, tu as raison, Notebook fait des très belles choses aussi. Voilà, sur Notebook, on a des très belles choses en termes de synthèse, des synthèses qui sont souvent très pertinentes, derrière des illustrations, des cartes mentales aussi, qui sont vraiment... Des quiz interactifs. J'avais un frein à utiliser l'IA avec un syndrome de l'imposteur, mais finalement, c'est notre interaction qui fera la différence. Mais tout à fait. C'est ça, c'est vraiment utiliser l'humain dans l'IA et pas se laisser dépasser par l'IA. Voilà, Notebook LM, effectivement, on vous rejoint aussi, Florian, c'est un outil qu'on aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà. Et donc, une autre question, pour un formateur occasionnel, quelle formation à distance proposez-vous pour s'approprier l'outil? Formation à distance. Ouais, alors nous, on ne propose pas de formation à distance spécifique sur l'IA. C'est vrai que c'est une formation qu'on propose directement au sein des établissements, notamment parce qu'on fait énormément de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu de théorie et énormément de pratique. Et ça a beau être sur informatique, c'est vraiment de la pratique qu'on fait à 2 ou 3 derrière un écran. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des personnes dans l'usage des IA. J'ai besoin d'être assis à côté d'elles et qu'on manipule ensemble, qu'on voit les erreurs et les réussites aussi. Et c'est vrai que là, nous, pour l'instant, ce n'est pas des choses qu'on propose en formation à distance. On a une question qui est intéressante. Où vont les données personnelles ou professionnelles dans le domaine médical? Eh bien, c'est une question hyper importante. Vous avez sur le CHU de Reims une unité qui a été créée. Donc, ce n'est pas une unité de soins, mais ça fait partie du CHU, donc plutôt dans la partie universitaire, qui s'intéresse à l'usage des IA par les professionnels de santé. Et ils ont tracé toutes les connexions à des outils d'IA depuis les PC de l'établissement. Ce sont des dizaines de milliers de connexions par mois, notamment de la part d'internes en médecine. C'est-à-dire que là, c'est un mauvais usage. Le médecin qui est responsable de cette unité appelle ça des shadow IA, des IA de l'ombre. Et ça, c'est un très mauvais usage parce qu'effectivement, une IA qui n'est pas paramétrée, ces données, elles sont absorbées et après, derrière, on ne sait pas ce qui en est fait. Voilà, on ne sait pas à quel endroit elles sont stockées, on ne sait pas l'usage qui en est fait. Alors, sur ChatGPT, par exemple, il y a moyen de le faire tourner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il puisse réutiliser nos données uniquement pour nous-mêmes. Ça fait partie du paramétrage. Mais l'idée, c'est qu'il faut s'en méfier absolument dans le secteur de la santé. Les établissements vont de plus en plus développer des IA à usage interne. C'est ce qui va être fait là sur le CHU de Reims dans les
mois qui viennent, pour pouvoir aider les médecins ou les autres professionnels de santé. Mais pour l'instant, effectivement, les professionnels de santé doivent prendre d'immenses précautions pour cela. Je fais une petite parenthèse. Là, nous, au sein du GRIEPS, on est en train de développer une application d'aide à la rédaction de transmission en psychiatrie. Elle n'est paramétrée que pour ça. Et les données sont hébergées de manière sécurisée sur un serveur en France et il n'est pas possible d'y rentrer des données confidentielles telles que l'identité du patient, mais parce que c'est une IA qui a été pensée spécifiquement pour des professionnels de santé. L'usage des IA généralistes dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. On est bien d'accord avec vous. Donc effectivement, c'est bien rappelé, ne jamais fournir de données personnelles ou médicales à une IA. Toujours faire des choses de manière anonyme. Voilà pour cela. Je crois qu'on a fait le tour à peu près des questions. Quel est le coût pour les établissements de santé? Quid des déficits? Voilà, pour l'instant, il peut y avoir effectivement des abonnements à des IA généralistes. Après, on est sur des innovations en termes d'IA qui vont extrêmement vite. Un établissement hospitalier, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très mobile tout de suite, mais assez rapidement, on peut imaginer qu'on va avoir des IA à usage interne dans les établissements qui seront sécurisés sur des serveurs hébergés sur le territoire national aussi, et qui du coup deviendront des aides aussi, des aides à la prescription, des aides au diagnostic, des aides à la rédaction, des aides à la planification des soins aussi, voilà. Donc qui peuvent aussi avoir des avantages. Là, on est sur de la prospective qui nous dépasse en tant que formateurs. Voilà. On accompagne les usages aussi, et on les accompagne essentiellement dans le domaine de la formation, plus que dans le domaine de la gestion d'un établissement de santé aussi. Voilà. Il est signalé là aussi l'importance de partager les créations, l'usage, voilà. Il faut limiter l'usage récréatif de l'IA et se dire aussi qu'on doit effectivement mutualiser les choses au maximum. Voilà. Bon, très bien, c'est 13h30 passé. Voilà, s'il n'y a pas de questions complémentaires, merci à toutes et à tous voilà, d'avoir été présents et puis d'avoir écouté Jean et Hélène que je tiens vraiment à remercier pour cette intervention de qualité. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon après-midi et puis peut-être au plaisir de vous retrouver sur les autres webinaires qui débuteront après la rentrée, donc sur septembre. Voilà, merci. Le mot de la fin, tous les deux quand même. Merci pour la participation. C'était une des dégoûts de beaucoup miser sur le chat et on voit que ça a très bien marché. Merci à tous. Oui, au revoir. Merci pour votre fidélité. Bel été. Reposez-vous bien. Merci à vous. Et à bientôt sur nos lignes.